Thierry Lebet, peut-être pour démarrer, donc directeur du laboratoire Laplace. Vous venez de Toulouse ce matin, merci. Vous n'avez pas raté votre train, c'est bien. J'étais matinal. C'est bien. Un avion. Un avion, c'est plus rapide. Mais c'est très bien aussi le train. Sinon, il y a Blablacar, mais là, c'est... Voilà. C'était plus long. Voilà. Ingénierie, système, vous êtes très satisfait, vous, très de plaisanterie, de votre collaboration. Vous avez, je crois, 14 thèses en cours, c'est ça, avec Plus l'IRT ? Un nombre indéterminé, parce que j'avoue que je n'ai pas revu mes chiffres, de post-doctorants qui travaillent dans l'IRT. Donc le Laplace, c'est un labo de 350 personnes qui a 3 tutelles. C'est une unité mixte de recherche. Ça veut dire qu'on a plein de tutelles. Moi, j'en ai 3. Et j'ai aussi la chance d'avoir dans ma proximité un laboratoire, parce que je considère que l'IRT, c'est un laboratoire, dans lequel, en fait, on fait monter en TRL les activités qu'on développe chez nous. Et ce laboratoire d'application, c'est un laboratoire d'application de nos inventions, de nos recherches, eh bien, c'est quand même pas mal de l'avoir à côté. Donc je suis très satisfait de cette collaboration. Je trouve qu'il y a eu un bon partage des eaux qui a été effectué parce que, en fait, les laboratoires toulousains ont participé à l'écriture, peu ou prou, des projets scientifiques. Enfin, pour ma part, je suis impliqué dans l'IRT depuis 2011, donc depuis l'appel à manifestation d'intérêt quasiment. Et du coup, en fait, on est en train de réaliser le rêve qu'on a en général quand on est dans un labo de recherche, c'est celui d'arriver à mettre en application, en physique appliquée, de mettre en application les idées qu'on est en train de produire et malheureusement pour lesquelles on n'a pas souvent les financements suffisants pour aller jusqu'au bout. Et là, on est souvent à faire rêver dans mon domaine qui est celui du traitement de l'énergie électrique. On fait souvent rêver les gens en leur parlant des applications de nos inventions. On va dire l'avion plus électrique, l'avion hybride demain. Le micro bien près de la bouche. Le micro, Thierry. Merci. Voilà. On a parlé tout à l'heure des robots, etc. Mais tout ça sans énergie électrique, ça ne fonctionne pas. On peut essayer à la flamme, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne longtemps. Donc toutes ces applications-là, c'est ce qu'on utilise pour attirer les étudiants. Et malheureusement, dans nos laboratoires, on ne peut pas aller jusqu'au bout. On ne peut pas aller jusqu'au démonstrateur. Et l'intérêt de l'IRT, pour nous, c'est effectivement d'avoir accès à quelque chose qui va nous permettre de mettre sur la table des choses qui sont moins laides que les verrues qu'on fait généralement et qui sont uniques parce qu'on a mis tout notre amour dedans, mais ce n'est pas une vraie réussite. Et puis l'IRT prend nos verrues et puis on fait des choses qui deviennent de plus en plus jolies au fur et à mesure que ça va vers les applications. Et donc l'avion électrique, c'est pour quand alors, grâce à vous ? Alors, l'avion, il est déjà grandement électrique, il a été plus électrique, maintenant il est en train de passer à tout électrique, alors je pense que les gens d'Airbus vont corriger ce que je dis, mais je pense que les grands enjeux aujourd'hui, c'est plus l'électrique, c'est l'hybride, c'est-à-dire on décolle au kérosène et on vole en croisière en électrique, et le laboratoire de Laplace est déjà en train de travailler là-dessus, et tout à l'heure, si j'ai à nouveau la parole, je dirais qu'avec l'IRT, on a aussi un gros projet qu'on aimerait bien pouvoir développer, mais qui est un vrai projet pour toute la communauté nationale autour de ces thématiques-là. Merci Thierry. Donc Jean-Yves, installé dans le Grand Est, Jean-Yves Vigne avec Utinam. Tout le monde s'implique là au sein d'M2P, on en a déjà parlé tout à l'heure. Racontez-nous, vous, de votre fenêtre, ce que vous voyez. Nous, quand on regardait tout à l'heure les applications qui étaient montrées avec l'intelligence artificielle, les robots, je me suis dit, nous... matériaux, métallurgie, procédés, les chimistes, on vient d'un monde d'ateliers, de sous-traitance, de donneurs d'ordre, c'est pas tellement rose, mais je me dis que... Vous allez le rendre sexy, allez-y. Mais je me dis que si ce robot qu'on voyait tout à l'heure n'avait pas de traitement de surface, il rouillerait assez vite, ses articulations bloqueraient parce qu'il n'y a pas de coefficient de friction, ses connecteurs ne fonctionneraient plus assez vite, il risquerait des fractures par la fragilisation à l'hydrogène, et puis en plus il ne serait pas beau parce que nous, on donne des aspects polis et on donne des couleurs aussi aux matériaux. Alors, nous, notre interaction avec l'industrie, elle est déjà longue. On fonctionnait déjà un petit peu sur le même principe. On a une petite université, pour s'en sortir, il fallait qu'on accepte de faire ces travaux. Et on les fait aussi par passion, parce que le traitement de surface dans notre université, c'est quelque chose qui dure depuis déjà longtemps. Mais pour avoir notre place d'académique, parce qu'on est une UMR aussi, et puis on a été bien évalué, donc c'est qu'on se débrouille bien, pour avoir notre place d'académique, il faut qu'on ait un petit peu de volet de liberté. Et ce volet de liberté, on l'a sur la taille des projets. Quand on fait, et puis aussi sur notre crédibilité. Quand on arrive à faire des travaux, quand on arrive à montrer la faisabilité, qu'on fait loyalement un service, qu'on fait loyalement un transfert, c'est beaucoup plus facile pour nous de négocier des espaces de liberté et de convaincre que observer des choses amont, des voies différentes ou des compléments d'information sont nécessaires. La notion dont on a déjà parlé aujourd'hui, c'est on voit un problème, en fait, on a une question plutôt, et on la décompose en une multitude de problèmes scientifiques, c'est ça qui est intéressant. Et ça se niche partout.
Bon, on se parle cash ce matin. Antoine Petit a été très franc tout à l'heure. Vous, Jean-Yves In, pardon, on peut dire la même chose. Vous étiez un petit peu, en tout cas en amont de cette création, assez dubitatif sur les IRT, sur ce que on allait vous demander de faire, ou la façon dont vous pourriez vous impliquer. Quelques années après, là, votre regard a changé. C'est aussi pour ça qu'on... C'est aussi par une historique. Nous, on fonctionnait un petit peu sur le même modèle. Et on a été sollicité dès le début, c'est-à-dire on était dans les premières manifestations d'intérêt. Et alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers modèles qui étaient inventés pour les IRT. Heureusement que ce n'est pas tout à fait ce que ça ressemble. Hein. Avec, oui, on va prendre 30 brevets par an, nos royalties paieront la masse salariale. Enfin, il y avait des choses, des projets pas sincères. Puis en plus, c'est un nouveau sigle. Hein. On a un peu l'habitude qu'on nous pose un objet dans le paysage. On apprend un mot qu'on va utiliser 50 fois par jour pendant quelques mois. Et puis après, il aura disparu. Sauf qu'on apprend en marchant et que finalement, c'est tout le contraire qui a eu lieu. C'est beaucoup plus bottom-up que le truc descendu d'en haut. La grosse différence, c'est que vraiment, j'ai l'impression d'un fonctionnement bottom-up. C'est le mot qui est venu à l'esprit quand on a eu notre petit entretien. Dire que le bottom-up, c'est parti avec des projets et c'est les projets qui construisent l'activité. Et c'est à partir des demandes, donc il y a un vrai marché et quelque chose derrière. Il y a une énergie qui se met là et qui se met à cet endroit parce qu'elle est nécessaire. Et finalement, l'ensemble se construit progressivement, prend de l'ampleur dans une direction qui est une direction dans laquelle on peut avoir confiance, quoi. Alors vous, d'un mot, hein, on pourrait y revenir dans un instant sur vos contraintes, les contraintes environnementales, notamment avec la réglementation REACH. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Damien Trenso, donc, pour l'AMI, directeur adjoint du département automatique de l'AMI, cette unité mixte de recherche entre Valenciennes et le CNRS, l'Université de Valenciennes et le CNRS. Votre relation, comment elle se passe avec l'IRT Rhélénium depuis que ça a démarré? Elle se passe très bien. En fait, il y a une confiance qui s'est construite entre nous deux. Historiquement, je me souviens, je suis venu voir l'IRT avec un projet européen. J'avais besoin de ressources. C'est un projet européen qui traitait du domaine du transport et d'une photo de l'industrie du transport en Europe et une comparaison par rapport à l'international. Et donc, j'ai joué le jeu avec l'IRT et en retour, l'IRT m'a contacté quelques temps après pour me proposer un sujet extrêmement intéressant qui est celui du train autonome à la SNCF. Donc, grâce à l'IRT, finalement, je rejoins un peu ce qui a été dit, on a l'occasion de transférer des connaissances que l'on acquiert depuis des années, de sentir l'impact sociétal de toutes les connaissances que l'on a générées depuis des années. Et franchement, en tant que chercheur, ça fait extrêmement plaisir, parce qu'on est dans le domaine public, on travaille, on est payé par la France, on a un statut de fonctionnaire, et le fait de savoir que les activités que l'on mène ont un impact sociétal, participent à la compétitivité des entreprises françaises, c'est un sentiment extrêmement fort, et c'est personnellement ce qui me guide au travers de la relation avec l'IRT. Et dans les applications pour notre auditoire aujourd'hui, concrètes que vous développez, sur lesquelles vous travaillez, il y a ce train, là pour le coup autonome, et c'est la SNCF qui est votre partenaire sur le projet. Oui, tout à fait, oui. On peut en parler d'un mot, parce que ça fait rêver. Ouais. Oui, ça fait rêver, surtout moi. Il y a le métro autonome, mais le train, pas encore. C'est un sujet passionnant. J'avoue que la SNCF est venue voir l'IRT avec ce sujet. Et on est dans des phases assez préliminaires du projet. La SNCF voudrait déployer le train autonome dans quelques années. Bon, les dates, elles évoluent. Je vais laisser la SNCF répondre. 2020, 2030 Oui, les premiers essais ont parlé de la télécommande du train télécommande tout à l'heure, le projet Tesserail à 2022-2023. Mais après, de manière itérative, on va avancer dans les développements pour atteindre une automatisation poussée. À titre personnel, je dirais pas avant 2025-2030. Ouais. Donc peut-être après le véhicule autonome, alors après la voiture autonome. Je pense forcément, puisque le véhicule autonome a forcément beaucoup plus d'avance en termes de développement. Il y a plus d'acteurs, plus de moyens mis, il y a plus d'acteurs, pour l'instant plus de moyens. Dans le domaine du train autonome, on en est vraiment au début et la SNCF, pour l'instant, cherche à comprendre un peu les apports de l'intelligence artificielle autour du train autonome. Donc, on est dans une phase avant-projet, mais le sujet est extrêmement intéressant et jugé stratégique par la SNCF. Oui. Et donc, pour moi, c'est extrêmement valorisant de participer au titre de l'IRT dans ce projet-là.
Merci pour ce témoignage, Damien. Thierry Guillaudeux avec nous, donc professeur associé de l'université Rennes 1, vice-président de Rennes 1, administrateur de BICOM, donc double casquette qui nous intéresse ce matin. Quels sont les projets de recherche que vous menez avec ces industriels au sein de BICOM ? Bonjour, donc ce sont les sujets principaux de l'IRT, autour des sujets évoqués déjà dans les présentations, la 5G, la sécurité, l'IoT. On a un volant aussi e-santé particulièrement intéressant, l'intelligence artificielle. Donc ces sujets-là sont très développés, ce ne sont pas des sujets nouveaux. BICOM a vu son origine à partir du pôle image et réseau. Donc c'est un travail qui a permis de construire autour de collaborateurs qui se connaissaient déjà bien à travers ce pôle, les industriels et les académiques, avec un objectif effectivement de projet de recherche avec des retombées et un marché à l'issue des travaux de R&D qui sont montés. Donc c'est une aventure en fait qui à mon sens est allée extrêmement vite, parce qu'on est passé d'une structure à zéro en 3 ans à plus de 200 personnes dans l'IRT, avec des équilibres peut-être pas en quotité mais en nombre de personnes à peu près équivalentes entre les académiques et les industriels. Donc ça c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire, sur des projets qui ne verraient pas le jour si ils étaient menés purement au niveau des académiques, parce que c'est des projets quand même ambitieux qui fédèrent un certain nombre d'acteurs, à la fois académiques et industriels. Et ces chercheurs, ça a été facile de les attirer ou pas ? Justement, c'est par rapport aux sujets qui ont été abordés tout à l'heure. Je pense que ce qui est important pour un chercheur, pour les attirer, c'est il faut que le chercheur ait toujours une part de rêve dans les projets qu'on lui propose. Comment attirer les chercheurs ? Il faut savoir que les chercheurs sont extrêmement sollicités sur tous les bancs. Et donc venir dans un IRT, pourquoi venir dans un IRT quand déjà j'ai une reconnaissance à l'international, quand déjà je peux faire des projets collaboratifs en direct avec une entreprise ? Donc il faut vraiment apporter des projets qui font rêver, avec une retombée économique assez rapide pour qu'ils voient les retombées, qui puissent faire participer des chercheurs juniors et former des chercheurs juniors. Donc ce qui parle à un chercheur, c'est évidemment des encadrements de thèse, ce sont évidemment les publications, mais c'est aussi participer à des projets européens, et les IRT, en particulier BICOM, a des succès assez incroyables en très peu de temps. On a aussi eu des prix en très peu de temps à l'international. Donc voilà, ça c'est des sujets qui peuvent attirer des enseignants-chercheurs. Et puis on travaille sur de nouvelles mesures, parce que, comme disait Vincent tout à l'heure, on fonctionne bien, mais on ne s'endort pas sur nos lauriers. Et on a encore des marges de manœuvre à attirer encore plus d'enseignants-chercheurs. Un bon enseignant-chercheur aussi s'intéresse à la valorisation de ses résultats. Donc c'est comment valoriser ses travaux, ses découvertes, même en termes pécuniers pour lui. Voilà. Tout en respectant aussi le périmètre de chacun, c'est quand même la difficulté là. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Enfin, le périmètre de chacun, il est respecté. On a cette tradition, en tout cas dans BICOM et dans le pôle image et réseau, de se dire franchement les choses entre différents acteurs. Donc on a co-construit, avec des périodes où on était d'accord, d'autres on n'était pas toujours d'accord, et on a avancé comme ça pour avoir cet outil commun qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et là on est sur une phase de création d'une SAS, où là aussi ça a été un sujet pour nous académiques qu'on a regardé avec attention, voire peut-être inquiétude, puisque moi-même je suis administrateur de la SAT, donc il fallait qu'il y ait une cohérence entre les deux structures qui se mettaient en place. Et en fait, on est sur des sujets tout à fait complémentaires, puisque notre IRT s'intéresse à des sujets importants tels que la standardisation, les normes, des sujets que notre SAT n'aborde pas. Donc voilà, on a trouvé des méthodes tout à fait complémentaires où les acteurs de la SAT participent aux organes de l'IRT et de sa future SAS, et de façon équivalente et parallèle, l'IRT participe aussi à notre SAS.
Donc on a une fluidité importante et c'est important. C'est extrêmement, à mon avis, important dans la mise en place des outils du PIA, qu'il n'y ait pas de conflit, mais que tout ça fonctionne bien. Et c'est le cas, en tout cas, chez nous. Merci Thierry. Jean-François Pinton, on va aller voir ce qui se passe du côté de Lyon, donc le NS Lyon que vous présidez. Jean-François, bonjour. Vous êtes sur le temps long. Là, quel regard vous portez à nouveau, à même question, même punition sur les IRT et sur votre collaboration avec eux? Il me reste en définitive très peu à ajouter à ce que viennent de me dire mes camarades. Là, c'est évidemment la vision académique du système. Je crois qu'il y avait une place. Il y a la nécessité de faire une meilleure recherche translationnelle, quelque chose de plus efficace dans ce secteur-là. Et à l'évidence, il y a une place. C'était le chaînon manquant, là. Enfin, on cherche une fluidité, un continuum. C'est un point intéressant. C'est aussi un point intéressant, et ça a été souligné plusieurs fois, qu'on ne confonde pas tout et qu'effectivement tout le monde ne fait pas tous les métiers tout le temps. Ça, je crois que c'est un point important dans cette chaîne et puis dans la fluidité qui l'accompagne. Donc oui, nous, enfin, du point de vue école normale supérieure, là, on est très heureux que quelqu'un prenne, ou qu'un ensemble de gens prennent la parole et la mission de la valorisation de ce qui est produit dans les laboratoires, c'est très très clair. Maintenant, pour ce qui est des relations, je crois qu'il faut dire plusieurs choses qui ont été soulignées par mes camarades. La première, c'est que pour attirer des scientifiques de haut niveau, il faut de la science de haut niveau. Ça, je crois que c'est la première chose. Et la deuxième, qu'on voit vraiment beaucoup à l'œuvre, c'est que les gens sont très fiers de contribuer à l'activité académique de leur pays. Et donc, il y a cette mission-là. Encore une fois, j'ai toujours pensé que faire de la recherche, enseigner et faire de la valorisation de ses connaissances, c'était le même métier. La connaissance ne se partage pas, elle sert à l'ensemble des gens et c'est un point de réalisation très important. Alors sur Lyon, plus particulièrement, on est heureux d'accueillir récemment Systemix qui va venir nous voir. On a des liens avec Nanoelec, on a BioAster sur place et on a un écosystème autour de l'infectiologie comme ça qui est dans le quartier de Gerland, qui est vraiment de très grande ampleur. Et je crois que là, les choses se font sur la base des plateformes partagées, sur le base de projets de recherche en infectiologie, sur la base d'une compréhension qui est de meilleur en meilleur avec les acteurs. On a signé récemment, et je remercie Philippe Archinard qui est là, un accord avec la SATT, c'est-à-dire aussi le continuum de fabrication d'entreprises, de passer de la maturation au développement à la réalisation d'entreprises. Et enfin, peut-être la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut du temps. Ça a été souligné par Louis Schetzer. Aucun objet ne se met en place, surtout avec ce type d'ambition, dans des temps courts. On est sur des temps longs. Les temps longs doivent aussi permettre de comprendre quels sont les objets adaptés et quels sont ceux qui ne le sont pas. Je crois qu'il faut reconnaître que dans toutes les initiatives, et c'est une des bases du monde de la recherche dans lequel on vit, dans toutes les initiatives, tout ne se vaut pas. Mais que le temps est nécessaire pour juger de la pertinence. Et en tout cas, l'élan est important. Et c'est peut-être le challenge qu'ont aujourd'hui ces objets IRT, c'est de continuer à produire de l'élan pour rentrer dans une phase où la pertinence s'établit sur l'ensemble des secteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour répondre aux attentes d'Alain Bravo sur la phase 2, avoir plus de chercheurs, plus de projets, plus de collaboration? Qu'est-ce qu'il va falloir faire là, en 2018 selon vous? Je crois qu'il faut optimiser ou en tout cas renforcer énormément le contact. Je crois que les industriels et le milieu social économique a des problèmes de très grande qualité à proposer. Ça a été souligné. Il y a de la recherche de très haut niveau qui se retrouve sur des problèmes très concrets. Je crois qu'il y a dans les laboratoires et chez les gens une vraie envie de contribuer. Il faut augmenter le contact. Il faut que cette perméation qui a été soulignée plusieurs fois en matière de valorisation, qui est que le contact se fasse sur un continuum. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture dans cette connaissance croisée entre les phases d'enseignement. Moi, je milite beaucoup pour que dans mon école, des vrais industriels viennent faire des vrais cours. Parce que quand on enseigne la thermodynamique, après en avoir fait de la chimie, on enseigne différemment de quand on a fait un point de recherche sur le système hors équilibre, par exemple. Il y a une vraie valeur ajoutée à croiser des perspectives et que de la formation à la thèse, au métier, ce continuum d'interaction puisse fourmiller suffisamment pour que les passerelles se fassent et qu'elles soient naturelles. Je crois qu'on ne vit plus dans un monde de carrière linéaire.
Je crois que les passerelles doivent s'engendrer et qu'on est sur un des outils qui va permettre de fluidifier les interactions entre les uns et les autres. Merci Thierry, même question pour vous. Comment on intensifie, comment on rentre dans cette phase 2 là. Micro, ouais. Merci. Oui, je crois que des pistes ont été évoquées. Effectivement, le point de rencontre plus fréquent, des zones de friction encore plus accentuées entre académiques et industriels, c'est essentiel. Nous, on travaille aussi sur des sujets de chair qui ont été évoqués tout à l'heure, hein, pour faire venir, alors peut-être pas des chercheurs seniors, parce que les seniors, maintenant au niveau international, il faut avoir des tickets d'entrée extrêmement attractifs, mais au moins des chercheurs juniors sur un domaine d'excellence qui intéresse à la fois nos établissements et l'IRT. L'aspect des décharges aussi est essentiel, donc ça peut se rejoindre aussi. Pourquoi pas continuer à décharger encore plus nos enseignants-chercheurs d'enseignement et en contrepartie faire venir les industriels dans nos formations pour que nos étudiants soient confrontés un peu plus à des aspects d'entreprise. Voilà quelques pistes sur lesquelles on travaille aujourd'hui, et il y en aura certainement d'autres. Et je pense que le réseau des FIT est important parce que c'est intéressant aussi de croiser les sujets entre les IRT pour voir comment on peut améliorer collectivement l'implication de nos chercheurs dans les IRT. Thierry Lebel du laboratoire La Place, on peut terminer sur excellence à TIRT là, avec des projets encore plus ambitieux que vous avez. Je vais reprendre tout ce que disent mes collègues, hein. Je ne vais pas du tout être original, mais j'irai peut-être un peu plus loin, s'ils me le permettent. Je crois qu'on a quand même des marges de progrès aussi à avoir, et je parlerai juste après de ça. Nos marges de progrès à avoir, elles sont... Alors c'est bien, je suis invité à FIT, je suis très heureux d'être là, mais il y a d'autres objets dans le périmètre national, c'est les ITE. Et un laboratoire comme le mien travaille aussi avec les ITE tels que VDCOM et Supergrid. VDCOM a beaucoup d'interactions avec l'électricité, Syntex aussi, Supergrid bien évidemment. Et il va de soi que si on veut aller plus loin, si on veut vraiment donner une dimension nationale à notre recherche et aux résultats de notre recherche, il faut que tous ces gens-là se mettent en concertation. Et ça, c'est le vœu pieux que forme l'académique que je suis, c'est parlez-vous. Et le deuxième vœu pieux que j'aimerais formuler avant de parler de grands projets scientifiques, ça serait de dire il faudrait aussi que nos tutelles fassent un peu confiance au système. Alors, quand je dis nos tutelles, il y a certes la tutelle nationale, hein, donc moi je suis CNRS, je pense que le CNRS a une vision assez claire de ce qui se fait, mais je pense qu'en local, les universités n'accueillent pas toujours forcément d'un bon œil l'apparition d'un nouvel outil qui peut venir quelquefois créer quelques déséquilibres. Voilà, ça c'était mon côté un peu pas joyeux. Le côté joyeux, c'est que je crois que au moins, alors je veux bien croire que l'intelligence artificielle, ça soit la troisième révolution industrielle du 21e siècle, mais moi je pense que c'est le génie électrique. Et je pense très honnêtement que le génie électrique dans les transports, c'est la troisième révolution industrielle. Et je pense que la France, avec cette excellence qu'elle a, mais qui est morcelée malheureusement au niveau national, tant au niveau industriel qu'au niveau des centres de recherche, a vraiment une vraie carte à jouer. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait un vrai projet fédérateur. Et à Toulouse, on essaye d'avoir le coup d'après. Et donc le coup d'après, c'est de développer ce fameux projet Excellence à TIRT, dans lequel en fait, on va essayer de réfléchir avec l'ensemble de la communauté qui fait du traitement de l'énergie électrique en France. On va essayer de réfléchir à quel outil on peut partager, mutualiser. Alors on a déjà l'idée de l'outil, mais je ne veux pas dévoiler toutes mes batteries ici. Et comment est-ce qu'on peut faire, après ça sera le rôle des tutelles, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce niveau-là, c'est ce qui se passe déjà aux États-Unis. Hein. On travaille sur ce genre de choses aux États-Unis, on travaille sur ce genre de choses en Allemagne, mais en France non, alors qu'on a, à mon avis, plus de compétences en France pour le faire. Donc ça, il faut qu'on aille dans cette direction-là au niveau des TRL élevés et de manière symétrique. Il faut vraiment qu'on travaille au ressourcement dans nos laboratoires pour vraiment préparer le coup d'après, parce que les chercheurs qui sont aujourd'hui en train de valoriser leurs recherches, ils ne sont plus à la paillasse en train de créer de nouvelles idées. Voilà.
Là-dessus, moi, Jean-Yves, oui. moi, j'ai deux choses. Une chose, je suis très d'accord, c'est préparer le coup d'après. Sur l'autre, on ne peut pas toujours tout demander à nos tutelles, parce que nos tutelles nous accompagneront s'il y a un mouvement de fond. On a vécu pendant des années, rapprochez-vous avec telle entité, parce que c'est nos nouveaux amis, la Bourgogne, la Franche-Comté, on va fusionner bientôt. Non, on ne va pas fusionner, on va faire une commune. Donc c'est nos amis, faites des projets. Et puis après, ah ben non, il faudrait que vous ayez aussi des projets à l'international. Ah ben non. Quand on a envie de faire un projet, quand on a envie de travailler, qu'on voit l'enthousiasme qu'on mêle des fois avec nos équipes, avec l'IRT, on a un projet emblématique pour ça, c'est HTTC. Il y a 15 partenaires industriels, il y a 2 académiques. On nous disait c'est gros, ça va mal fonctionner. Et les dernières réunions plénières qu'on a, on fait des présentations intégrées. C'est-à-dire que le projet se déroule, il y a 180 diapositives, les thématiques défilent et c'est les intervenants qui viennent faire des compléments. Il n'y a pas chaque labo ou chaque entité qui vient présenter parce que l'ensemble a fonctionné, la mayonnaise a pris. Bon, il y a une pression, la pression environnementale sur REACH, la suppression du Chrome 6. Il y a eu des interdictions. Je peux vous dire qu'on avait des gens toutes les semaines au téléphone. Mais le fameux hexavalent qui est interdit depuis septembre, voilà, mais sur lequel vous septembre travaillez. 2017. Oui, pour nous, c'est un très très gros sujet. On y travaille depuis 20 ans. Mais là, justement, dans l'IRTM2P, pour la première fois, on a eu les moyens suffisants en taille pour aller explorer des domaines chimiques et scientifiques qui nous faisaient défaut. C'était des clés, notamment la distribution entre les espèces libres et les complexants, parce que c'est des choses qui sont des fois faciles à imaginer ou à analyser. Des fois, c'est très compliqué. Et là, on a eu les moyens de le faire. Et en ayant les moyens de le faire, on a pu faire des progrès qui font vraiment passer devant. Et ces tailles de projets qui nous permettent, dans leur masse, d'avoir des applications concrètes, vont toujours être intéressants parce que dans leur traînée, ils vont, si on leur autorise, et ça aussi c'est intéressant, si on l'autorise, laisser les germes, faire le ressourcement qui est nécessaire à tous ces projets qui là est aussi du rôle de JRT. Merci à tous les 5. Un petit conseil à Thierry, si je peux me permettre, mettez un tout petit peu d'IA, une petite dose d'IA dans votre génie électrique et là vous serez les rois du monde. Merci à tous les 5. À bientôt.